Bonjour à toutes et à tous, merci de participer à ce nouveau webinaire du cycle Regard croisé. C'est un cycle que nous avons lancé avec Centrale Supélec EXED pour approfondir les thématiques que nous abordons dans les dossiers de la revue Centrale Supélec Alumni, en y confrontant l'approche académique avec Centrale Supélec EXED et opérationnelle avec les témoignages d'alumni. Ce troisième webinaire du cycle est une extension de la revue numéro 3, intitulée Les entreprises de nouvelle génération. Un petit rappel des règles avant de démarrer. Le webinaire durera 1 heure jusqu'à 13 heures. Merci de couper vos micros pendant l'intervention de tout le monde. Vous pouvez poser vos questions directement dans le chat juste en bas et nous répondrons à vos questions en fin de conférence. Je passe la parole à Caroline Venn, qui est coach formatrice spécialisée en psychologie positive et directrice des programmes management et transformation chez Centrale Supélec EXED. Merci beaucoup Mélanie, merci à tous d'être ici. Voilà, c'est vrai que je partagerai le micro avec Ludovic et Émeric. Pour ma part, je suis à l'EXED et je développe des programmes pour les entreprises en matière de leadership et de transformation, comment les postures peuvent servir la transformation des entreprises. Ludovic et Émeric, vous voulez saluer nos invités? Bonjour à tous, ravi d'être là ce matin avec vous. Bien, bonjour à tout le monde, ravi également. Alors, de quoi parle-t-on ? On parle aujourd'hui de sens. On parle de la façon dont finalement nous avons vécu cette crise qui est venue cristalliser un certain nombre de questions qui préexistaient déjà sur le sens au travail, mais qui se sont trouvées exacerbées par le contexte que nous avons vécu. Et donc, c'est très intéressant de se reposer la question et de partager avec nos invités Émeric et Ludovic leurs constats et leurs initiatives dans ce domaine pour s'interroger sur le sens qu'on donne au travail et comment nos entreprises peuvent aider ou redonner du sens et de la motivation aux collaborateurs qui nous entourent. Un petit sondage tout d'abord qui résulte d'une étude faite par le groupe Randstad, qui d'ailleurs est partenaire de l'école sur différentes chaires de recherche, pour se dire que 29% des Français ne perçoivent pas le sens et l'utilité de leur emploi. C'est vraiment dommage. C'est un sondage qui date donc de juillet 2020, post-premier confinement. Pour 16% d'entre eux, le contexte de pandémie leur en a fait prendre conscience, mais certains en étaient conscients préalablement. Et près d'un tiers des Français interrogés envisagent une mobilité professionnelle. 30% disent envisager, rechercher un emploi plus porteur de sens. Et je pense que l'information la plus intéressante à retenir, c'est que 57% d'entre eux le recherchent parmi les 18-24 ans. Donc on a évidemment affaire, avec cette montée d'une nouvelle génération dans nos collaborateurs et au travail, à une vraie question et un vrai questionnement que nous devons avoir avec eux sur comment leur donner ou comment eux-mêmes peuvent-ils trouver davantage de sens au travail. Alors justement, on aimerait avoir votre avis et je vais laisser Mélanie projeter le sondage. Quel est votre point de vue ? Selon vous, le sens au travail est-il un sujet donc individuel, collectif ou organisationnel ? Autrement dit, est-ce que c'est l'affaire de vous personnellement ? Est-ce que c'est l'affaire d'un collectif qui pourrait vous donner du sens ? Ou est-ce que c'est l'affaire d'une organisation ou d'une gouvernance ? Et deuxième question, selon vous, quels sont les acteurs les mieux placés pour favoriser le fait de donner du sens dans l'entreprise ? Est-ce que c'est la direction générale ? Est-ce que c'est les différents acteurs du management ? Ou est-ce que c'est les collaborateurs eux-mêmes ? Donc, on vous invite à cliquer sur vos choix, bien sûr. Mélanie, est-ce qu'on a un retour ? Merci beaucoup. Alors, le sens au travail, est-ce que c'est un sujet ? Vous avez répondu principalement collectif, intéressant, mais aussi individuel ou organisationnel. Deuxièmement, quels sont les acteurs les mieux placés pour favoriser le sens dans l'entreprise ? Se dégage la réponse autour du management, mais aussi
direction générale et collaborateurs. Donc, un ressenti assez partagé, et c'est bien normal d'ailleurs, parce que effectivement, ces questions appellent des réponses qui sont multiples. Si elles étaient simples, on ne serait pas là pour en parler. Elles appellent des questions multiples, et d'où des réponses qui sont également complexes. Merci beaucoup pour cette participation au sondage, et regardons justement comment on peut là aussi prendre l'avis des uns et des autres sur ce sujet. Alors, je m'appuie là sur une autre étude qui a été faite par Deloitte en 2017, donc là c'était avant la crise sanitaire, mais qui est intéressante aussi, et qui a été faite auprès de plusieurs centaines d'entreprises. Et donc justement sur le sens au travail, la question a été posée, et la réponse a été plus large que notre petit panel, et finalement c'est également le collectif, comme nous-mêmes, qui intervient en première position à ce sondage. Deuxième question aussi, de savoir à quoi finalement le travail est relié. Quel est le sens que l'on met dans le travail? Et là, vous voyez que le sens est relié pour beaucoup à l'activité réelle quotidienne. Plus peut-être que quand vous voyez de l'autre côté aux produits vendus ou au secteur d'activité. Et ça, c'est une idée, ou en tout cas un résultat de sondage qui contrevient une proposition qui est souvent, qu'on peut lire souvent dans la presse ou dans d'autres sondages. Par exemple, comment donner du sens dans un métier qui n'est pas un métier corrélé à un vecteur de sens profond. Par exemple, on peut penser, notamment avec les crises sanitaires, que les jeunes ou les personnes vont se repositionner sur des métiers qui sont des métiers humanitaires, ou des métiers qui sont dans la sécurité, dans le sanitaire, etc. Et en fait, c'est un sujet qui finalement est un faux sujet, puisqu'on se rend compte là dans ce sondage, et on va y revenir tout à l'heure, que le sens au travail est principalement relié à l'activité quotidienne, et notamment et aux valeurs de l'organisation juste derrière, à la coopération et au travail d'équipe. Donc finalement, c'est ce triptyque-là, utilité, sens que je mets dans ce que je fais au quotidien, valeur portée par mon organisation, et capacité de m'intégrer dans une coopération ou un travail d'équipe qui me donne du sens, qui finalement porte chez moi le sens que je trouve à mon activité professionnelle. Plus que le métier lui-même ou le secteur d'activité dans lequel se situerait mon activité professionnelle. Donc c'est formidable parce que ça nous donne une ouverture dans tous les métiers où on est, et pas seulement dans les métiers qui sont en lien avec la crise sanitaire, pour justement aller chercher, donner, travailler sur le sens que peut avoir notre quotidien et notre collectif. Alors effectivement, je dis rappel parce que je l'ai présenté lors du dernier webinaire auquel nous étions déjà, mais que finalement il y a 3 leviers sur l'engagement professionnel qu'on peut communément admettre. Le premier, c'est le sens, c'est-à-dire être relié à quelque chose qui est plus grand que soi, qui donne du sens à ses actes. Le deuxième levier, c'est de se sentir appartenir à une communauté porteuse de valeurs, porteuse de rituels, porteuse d'usages dans lesquels on s'inscrit et qui nous reconnaît comme un des siens. Et puis le troisième grand levier, c'est de savoir, c'est ce fameux sentiment d'utilité, savoir que sa contribution est importante et qu'elle a un impact. Et finalement, cet ensemble s'appuie bien sûr sur une relation où la confiance est au rendez-vous, que ce soit la confiance alors pour l'utilité, c'est-à-dire en soi-même, en sa capacité à faire quelque chose d'utile, dans les autres, donc le lien social, le lien communautaire qui est le deuxième levier, et la confiance dans les autres est aussi un très grand levier de motivation, et puis la confiance dans le monde, dans ce qui nous entoure, et le sens qu'on met dans cette capacité à être relié sur un monde plus large que soi. Donc ces 3 leviers de confiance se retrouvent dans les 3 leviers de motivation. Et je voulais citer une phrase que j'ai trouvée dans ce dossier très intéressant que les alumni ont publié par un de nos anciens, qui dit « Rendre l'entreprise plus désirable et plus durable, c'est son souhait, à condition de donner du sens à la distance et de la saveur à la présence. » Je voulais souligner cette phrase que j'ai trouvée particulièrement pertinente. Alors avant de passer la parole à nos invités, eh bien les entreprises à mission, dont vont notamment parler Emery tout à l'heure, mais aussi Ludovic, sont intéressantes parce que justement elles se sont questionnées sur le sens
qu'elles pouvaient partager avec leurs collaborateurs. Et je leur laisserai bien sûr la parole pour savoir comment elles ont fait pour donner ce sens. Mais en tout cas, un constat à partager là aussi avec vous sur le fait qu'il y a eu une très forte accélération des entreprises à mission et finalement, quelles ont été les raisons de ces entreprises à devenir des entreprises à mission? Eh bien, la raison principale qui ressort là aussi de ces chiffres, c'est d'adresser des enjeux de transition, notamment sociale, écologique et économique. Ça, c'est pour 36% de ces entreprises. Préserver des écosystèmes naturels ou des biens communs, consolider les relations avec l'écosystème, améliorer l'engagement des collaborateurs et la marque employeur. On retrouve notre question sur le sens et l'engagement des collaborateurs. Et puis, pérenniser des engagements, que ce soit vis-à-vis de potentiels actionnaires ou vis-à-vis d'une direction. Je ne commenterai pas cela parce que nos intervenants sont là pour ça. Et sans plus tarder, je passe donc la parole à Ludovic. Eh bien, bonjour tout le monde. Alors, j'ai un petit complexe, c'est que Octo, l'entreprise que je dirige et que je représente, n'est pas encore une entreprise à mission. Donc, j'ai un peu honte de faire ce coming out face à vous. Mais je vais quand même vous parler de sens et un peu d'entreprise à mission parce que nous avons l'objectif de devenir une entreprise à mission d'ici 1 ou 2 ans et nous travaillons dans cette direction aujourd'hui. Octo est une entreprise qui fait du conseil en technologie. Nous sommes à peu près 750 en France aujourd'hui. La façon dont je décris nos métiers, c'est d'aider nos clients à relever les défis du numérique en termes de technologie, de méthodologie et de culture, parce qu'en dernier ressort, toutes les transformations liées à la digitalisation sont aussi des transformations dans les façons de travailler et dans la culture de l'entreprise. Et voilà, c'est un des sujets qu'on adresse. Octo a été sans doute le premier cabinet de conseil en France à mettre en œuvre les méthodes agiles. Donc, c'est des méthodes de développement de produits logiciels qui font la part belle au collectif, à l'équipe, à l'autonomie des individus, à la confiance. Et ce que je peux constater, c'est que, donc ça c'était il y a à peu près 18 ans maintenant, et ce que je peux constater, c'est que en fait, ces changements ont reprogrammé notre code génétique et que très progressivement, on est devenu une entreprise agile dans son mode de fonctionnement complet, ce qui nous a poussé à nous poser tout un tas de questionnements. Et ce que vous voyez sur ce slide, c'est quelque part la première étape d'une phase de questionnement qui a eu lieu il y a 10 ans, où on a été très inspiré par quelqu'un qui a eu la faveur de TED, qui s'appelle Simon Sinek, donc, qui a écrit un bouquin relativement connu dans la sphère managériale qui s'appelle Starting with Why, et qui incitait les entreprises à réfléchir à leur why, donc qu'on pourrait traduire quasiment mot à mot par leur raison d'être. Donc, pourquoi l'entreprise se constitue en un corps social. Et donc, c'est le travail qu'on a fait sous cette inspiration-là pour définir notre why il y a 10 ans. On est en train donc 10 ans après, on est en train de réécrire un nouveau why. Et ce qui est assez passionnant dans cette démarche, c'est qu'on en fait une démarche collective. C'est-à-dire que les 4 phrases que vous voyez écrites là, ça a l'air de rien, on les lit rapidement, on passe dessus, on dit oui, très bien, c'est intéressant, mais c'est le fruit de centaines et centaines d'heures de travail avec l'ensemble des salariés. Donc, à l'époque, on était 150, donc c'était plus facile. Aujourd'hui, on est 700, mais on a quand même voulu, pour notre nouveau why, qui est presque fini, mais qui n'est pas tout à fait fini, donc je ne peux pas tout à fait vous le dévoiler, on a décidé d'impliquer l'ensemble de l'entreprise dans la définition de cette raison d'être. La façon dont ça s'est fait, ça a été par la création déjà un appel à volontaires, donc qui était intéressé par ce travail-là, la création de groupes de travail. Au bout d'un moment, au fil du chemin, on perd quelques personnes, on en gagne d'autres, et puis il y a un noyau qui finit par se sédimenter d'une douzaine de personnes qui travaillent sur une proposition. Cette proposition ensuite est soumise à la direction, à l'ensemble de la direction, aux différentes équipes d'Octo. On prend des retours. En général, c'est des retours qui invitent au retravail. Donc, on refait des groupes de travail pour réaffiner cette phrase.
Et donc, on est à 2 doigts d'arriver à l'objectif après quasiment 9 mois de travail et encore une fois, des centaines d'heures de travail. Ça a l'air de rien, c'est beaucoup de temps. On pourrait se dire que c'est un temps disproportionné par rapport aux quelques phrases que ça permet d'obtenir. En fait, c'est une aventure collective et je pense que c'est peut-être l'illustration de ce que les entreprises peuvent obtenir dans la création de sens. C'est-à-dire, alors c'est un concept que j'emprunte à Frédéric Laloux, qui est l'auteur de Reinventing Organization, qui dit que finalement, les leaders ont comme responsabilité de se mettre à l'écoute de la petite musique de l'entreprise. Donc, le corps social a une idée d'où il veut aller et le dirigeant n'est pas forcément celui qui tient fermement la barre, mais plutôt celui qui accompagne le mouvement d'une entité qui serait l'entreprise, qui a une petite intuition de là où elle doit aller en termes de corps social. Pour nous, créer du sens, alors, on fait un métier qui est assez banalisé. Enfin, la façon dont on le fait n'est pas banalisée, mais c'est un métier, donc, société de conseil en technologie. Il y a beaucoup d'entreprises qui se revendiquent de ça, avec des discours qui s'uniformisent beaucoup. Donc, pour nous, créer du sens, c'est vraiment déjà être en résonance avec des valeurs, mais il y a une dimension assez pratique aussi à ça, c'est attirer les meilleurs talents. En fait, les types de personnes qu'on recrute aujourd'hui, c'est des personnes qui sont extrêmement sollicitées, donc qui ont les moyens d'être regardantes sur les entreprises qu'elles vont rejoindre et qui sont de plus en plus sensibles à l'impact, à l'engagement sociétal et environnemental des entreprises qu'ils vont rejoindre. Et du coup, donc on le fait par conviction, mais on le fait aussi par intérêt. Et quelque part, ça marche, on arrive à attirer les meilleurs talents et on arrive aussi à obtenir des reconnaissances, on va dire, du marché pour ce que l'on fait, puisqu'on a eu la chance cette année à la fois de figurer premier au palmarès Great Place to Work des entreprises où il fait bon travailler, donc dans la catégorie des entreprises de 250 à 1000, je crois que c'est la catégorie dans laquelle on était. Et puis, quelque chose aussi dont on est très fier, donc on a passé tout le protocole de certification B Corp et nous sommes, alors c'est tout neuf, c'est tout récent, depuis 3 semaines à peu près, nous sommes officiellement une B Corp. Donc B Corp, alors c'est pas encore très connu en France, mais ça commence à être très connu aux États-Unis. Donc c'est une certification qui reconnaît l'investissement des entreprises dans des choses qui dépassent le volet économique, donc qui est le respect de leur écosystème en termes d'entreprises avec lesquelles elles travaillent, le respect de l'environnement et le respect des personnes en interne. Et c'est assez exigeant, donc on est très fiers d'avoir obtenu ce label-là, qui n'est pas une fin en soi, mais qui est un marqueur sur un chemin sans cesse renouvelé pour le sens, sachant que j'ai une intime conviction, et je pense qu'elle sera partagée par Emery, qui est que on est face à un défi civilisationnel majeur qui est le défi climatique, et qu'on ne se sortira pas de ce défi sans un engagement massif des acteurs économiques et donc des entreprises. Et voilà, donc ça nous paraît extrêmement important de nous engager sur ce sujet. Et encore une fois, on en a besoin pour que les bonnes personnes rejoignent le projet, mais aussi on en a besoin d'un point de vue sociétal, c'est-à-dire que c'est indispensable que les entreprises s'emparent de ce défi-là. Merci Ludovic. Emery ? Bonjour à tous. Moi, je vais intervenir avec une double casquette, celle d'entrepreneur, puisque je dirige CAMIF, que j'ai relancé en 2009, et celle de président aussi de la communauté des entreprises à mission, qui est une association qu'on a créée en 2018 pour justement accompagner des dirigeants qui voulaient donner un cadre et qui voulaient donner un cadre structurant à leur démarche d'impact. Et donc, c'est ce chemin que je vais partager rapidement avec vous, puis après, on aura l'occasion de faire
répondre aux questions. Pour Camif, dès 2009, on a été engagé sur un modèle qui privilégie la consommation responsable, la production locale. Mais on a pu redémarrer avec la fidélité des clients historiques de la Camif, qui étaient des instituteurs, beaucoup à la retraite, à 65 ans d'âge moyen en 2009. Et puis très vite, à partir de 2012-2013, s'est posé la question du sens, notamment avant d'aller chercher des nouveaux clients. Et on a fait 2 rencontres qui nous ont mis sur le chemin de l'entreprise à mission et qui a fait de Camif un pionnier de l'entreprise à mission. Celle d'un fonds d'investissement qui a été un des tout premiers fonds à impact en France, qui s'appelle Citizen Capital, qui est rentré dans notre capital en 2013 pour nous permettre justement d'accélérer sur le développement au-delà du périmètre des clients historiques de Camif. Et aujourd'hui, 80% de nos clients sont des clients nouveaux, plus jeunes, vraiment engagés dans cette consommation responsable, qui cherchent à donner du sens à leur achat, savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué. Et c'est ce qu'ils trouvent sur le site de Camif, parce qu'on travaille aujourd'hui avec une trentaine de fabricants français, on a une grande transparence. On a 78% de notre chiffre d'affaires qui est fait avec des fabricants français et avec une démarche d'éco-conception. Mais au-delà de ça, on a également pas mal structuré notre démarche d'impact avec la rencontre de chercheurs, ceux de l'École des Mines, Blanche Ségrestin et Armand Hatchuel, qui en 2013 avaient déjà théorisé sur la société à objet social étendu, convaincus que l'entreprise ne peut pas se limiter à être une boîte à partager le profit, qu'elle a un vrai rôle, une vraie utilité dans la société et qu'ils avaient donc décrit en fait un modèle, la société à objet social étendu, qui nous a inspirés, qui nous a mis sur le chemin. On a, dès 2013, constitué notre comité de mission. Alors, c'était l'embryon du comité de mission, mais c'était notre cellulose, la cellule à l'objet social étendu, à qui on a confié comme première mission de définir la raison d'être et la mission de l'entreprise. Et donc, on a fait cette démarche très collaborative que Ludovic a décrit juste avant, en interrogeant toutes nos parties prenantes, les clients, les collaborateurs, les acteurs du territoire, les fournisseurs, sur au fond pourquoi Camif existe, à quoi on sert, qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si on n'existait pas, qu'est-ce qui serait différent si tous les acteurs de notre marché adoptaient les bonnes pratiques de Camif. Pour 2 ans et demi plus tard, formuler 2 phrases qui sont constitutives de notre raison d'être. Donc, ce n'est pas très efficace chez Camif, mais c'était très riche de se nourrir de toute cette matière, un peu 360 degrés sur l'utilité de l'entreprise et la perception de la valeur qu'elle crée pour l'ensemble de ses parties prenantes. Et donc, ces 2 phrases, proposer des produits et des services pour la maison au bénéfice de l'homme et de la planète et mobiliser notre écosystème, collaborer, agir pour inventer de nouveaux modèles de consommation, de production, d'organisation, sont inscrites dans nos statuts depuis 2017. Et elles ont été surtout, et c'est ça qui est important, c'est à quel point le sens peut transformer l'entreprise. Et au fond, c'est ça l'étage supérieur qui est apporté par la loi Pacte et la société à mission, c'est qu'elle vous invite à traduire cette raison d'être qui clarifie effectivement le sens, qui interroge le pourquoi l'entreprise a été créée et à quoi elle peut contribuer pour le monde, donc sa vision aussi de l'avenir. Mais elle oblige à traduire cette raison d'être en objectifs sociaux et ou environnementaux et ou sociétaux qui sont singuliers à chaque entreprise et qui vont être un peu votre terrain de jeu, c'est-à-dire les champs d'action prioritaires qui vont faire que votre entreprise va avoir un impact significatif sur des enjeux qui sont extra-financiers. Donc, on a, nous, déterminé 5 objectifs de mission qui sont également inscrits dans nos statuts et qui ont été transformateurs pour le projet de l'entreprise. Et tout ça fait de Camif une société à mission officielle au sens de la loi Pacte, puisqu'on a eu maintenant la loi Pacte. Pour être société à mission, il faut avoir dans ses statuts une raison d'être, des objectifs de mission, avoir mis en place un comité de mission et se soumettre tous les 2 ou 3 ans, selon la taille de l'entreprise, à un audit indépendant extérieur par un organisme tiers indépendant. Qu'est-ce que ça a changé pour nous? Ça a vraiment, parce qu'on était déjà une boîte engagée, mais ça a vraiment accéléré la transformation de Camif. On a pu recruter de nouveaux clients parce que la mission était claire, qu'elle faisait sens et qu'elle correspondait aux aspirations de consommateurs qui veulent donner du sens à leur achat sur la conso responsable. Elle a entraîné chez nous aussi un changement de métier. À partir de 2017, date à laquelle on a inscrit dans nos statuts la mission,
on a pris conscience qu'avec notre troisième objectif de mission, qui était de, par exemple, faire l'économie circulaire notre standard, il fallait qu'on accélère sur cet objectif-là et qu'on ne pouvait pas dépendre des fabricants avec qui on travaille pour le faire. Donc, on a pris notre bâton de pèlerin et on est en train de changer le métier, passer d'un métier de distributeur avec des chefs de produits qui faisaient un travail de sélection d'une offre à partir de critères qualité, durable, made in France, à un métier d'éditeur où on développe, où on co-développe des produits qui sont originaux, engagés sur l'éco-conception, sur l'économie circulaire, moins gourmand en ressources, on pense la fin de vie des produits, et on travaille ça avec des designers, avec des experts d'économie circulaire et avec nos fabricants. Et ça, c'est un enjeu clé parce qu'en fait, ça cristallise bien comment la société à mission transforme finalement le cœur de l'offre. Et c'est sans doute la différence majeure avec les démarches de RSE qui existent depuis de nombreuses années ou avec même le référentiel Bicorp. On est labellisé également Bicorp depuis 2015, on a été recertifié en 2018. Mais la mission, c'est vraiment au cœur du modèle, ce sur quoi je peux contribuer. Et là, on a développé des collections aujourd'hui qui représentent plus de la moitié de notre offre, qui sont originales, exclusives et qui créent une triple valeur pour l'entreprise. Une valeur économique parce qu'elle nous protège de l'hyperconcurrence. La société à mission, c'est aussi un levier de différenciation par rapport à nous. On est dans un secteur qui est hautement concurrentiel avec Amazon, etc. Je ne fais pas de dessin sur le e-commerce. Et donc ça nous extrait, ça nous soustrait de la concurrence acharnée. Donc ça protège nos marges et celles de nos producteurs, mais ça crée aussi une valeur sociale. 100% des produits sont fabriqués en France pour les produits Camif et Camif Édition. Et une valeur environnementale parce qu'on crée des boucles d'économie circulaire, etc. Donc ça, c'est intéressant parce que ça montre que la société à mission, c'est un chemin, c'est long, mais ça transforme en profondeur le modèle de l'entreprise. Même si parfois il y a des renoncements et il y a des sortes d'injonctions qui peuvent paraître contradictoires si on ne regarde que le court terme. Quand on a boycotté le Black Friday en 2017 et qu'on a fermé notre site pour le meilleur jour du e-commerce, c'est sûr que ce n'était pas bon pour le chiffre d'affaires. Mais 3 ans plus tard, on était fiers de voir qu'il y avait 1000 sites e-commerce qui boycottaient également le Black Friday, que le sujet de la surconsommation et de la consommation responsable était porté dans le débat public et que ça ne nous a pas empêché l'année dernière de réaliser 44% de croissance. Preuve que finalement, les renoncements d'aujourd'hui ou les renoncements qu'on va être amené à opérer dans le modèle de l'entreprise pour être aligné par rapport à sa raison d'être, par rapport à ses objectifs de mission, ces renoncements d'aujourd'hui, c'est les profits de demain. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On le voit d'ailleurs dans la communauté des entreprises à mission. Là, les entreprises les plus engagées, il y a une étude de Merrill Lynch qui le prouve, ont été également, pendant cette crise de la Covid, les plus performantes économiquement. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a aujourd'hui une très forte dynamique. On peut passer à la slide d'après sur la communauté des entreprises à mission qui a été créée avant la loi Pacte, qui est une association d'intérêt général pour promouvoir ce modèle de la société à mission qui nous semble être le meilleur modèle possible pour donner un cadre, structurer sa démarche d'impact. Et on a aujourd'hui 200 membres dans la communauté qui sont soit des entreprises déjà qui ont franchi le cap et qui ont déjà obtenu la qualité de société à mission, soit comme Ludovic, des entreprises en chemin qui cheminent sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on propose? Alors, on a essayé beaucoup œuvré à travers l'association pour que dans la loi, on retrouve finalement ce modèle et on est très content d'avoir finalement aujourd'hui ce cadre très innovant. Il faut dire qu'on n'a aucun pays au monde qui a dans sa loi passé à quelque chose qui va aussi loin que la société à mission, parce qu'il y a à la fois la gouvernance de la mission, il y a le double contrôle avec le comité de mission plus l'organisme indépendant. Et ça questionne le sens. C'est vraiment objectivement un outil puissant pour les dirigeants pour redonner du sens, mais c'est un outil stratégique, la société à mission. Dans les activités de la communauté des entreprises à mission, que évidemment je vous invite tous à rejoindre, c'est d'abord d'offrir un cadre de partage entre pairs, parce qu'il n'y a pas de méthode, il y a des chemins, et ces chemins ils méritent d'être partagés. Passer à la slide suivante. Partager entre pairs, ce chemin est long, il est semé d'embûches, parfois ça prend plus de temps qu'on prévoit, il y a des freins, il faut aller convaincre les actionnaires, il faut engager les collaborateurs, ce n'est pas si simple que ça. Donc, le partage entre pairs est une des activités clés de la communauté. La deuxième clé, c'est qu'avec ce partage, on continue d'enrichir le modèle. Il est relativement nouveau, la loi Pacte a 1 an, les décrets d'application ont 1 an.
On a mis en place un observatoire des sociétés à mission, je vous mettrai les liens dans le chat, qui nous permet d'observer comment les dirigeants se saisissent de ce modèle. Caroline, tout à l'heure, vous a montré quelques chiffres. Effectivement, il y a une très forte dynamique. À fin 2020, on avait déjà 88 sociétés à mission, alors que les décrets sont parus courant 2020. On est aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, 166 sociétés à mission en France. Donc, ça a quasiment doublé en 4 mois. Donc, c'est assez chouette. Et donc, on continue d'enrichir le modèle avec des groupes de travail, etc. Et enfin, l'enjeu clé, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est de faire connaître ce modèle au plus grand nombre parce que c'est un cadre qui est extrêmement structurant, qui est très, très riche pour le dirigeant, pour les collaborateurs et qui crée de la valeur pour l'actionnaire sur le long terme. Et donc, il mérite d'être connu dans tous les réseaux, dans toutes les écoles, d'être enseigné comme le modèle de l'entreprise du 21e siècle. Voilà, donc je vais terminer parce que j'ai été un peu plus long que prévu. Je suis désolé, Caroline, mais bon, on est presque à la première demi-heure, donc tout va bien. Et donc voilà, pour terminer, juste c'est un modèle qui peut s'adapter à tout type d'entreprise. Donc vous le voyez là sur ceux qui ont adopté déjà la qualité de société à mission. On a déjà 2 tiers de PME, 2 tiers des sociétés à mission sont des PME de moins de 50 salariés. Donc ça montre que c'est adaptable à tous, quelle que soit la forme, le statut. On peut être une start-up à mission, on peut être une société familiale à mission, une société cotée. On peut être une société issue de l'ESS, une mutuelle ou une SA classique et réfléchir au sens et à sa contribution à la société. Merci à vous tous les deux. On sera très heureux de pouvoir partager vos questions, vos remarques, vos commentaires. N'hésitez pas. Moi, je vais peut-être commencer par une question à Emery. Ludovic en a parlé également, mais dans ce chemin qui t'a mené vers la transformation d'entreprise à mission de Camif, on a bien compris qu'il était de longue haleine, quel est l'ingrédient, le levier qui, selon toi, a été le plus déterminant? Le dirigeant. Mais le dirigeant, c'est quand même la clé de voûte de tout changement d'une organisation. Donc, il faut être convaincu, il faut être sincèrement convaincu. Il y a un chemin personnel à faire aussi, mais ça redonne du sens au métier de dirigeant d'entreprise. C'est ça qui est passionnant en fait. Nous aussi, en tant que dirigeant, on a besoin de sens. Il n'y a pas que les clients et les collaborateurs qui ont besoin de sens. Donc, voilà, je crois que la clé de voûte, c'est le dirigeant qui est la clé de voûte du changement. Après, évidemment, c'est un travail très, très collectif, très collaboratif. C'est une façon de réengager les parties prenantes. On l'a dit, Ludovic l'a dit, dans le chemin, interroger toutes les parties prenantes, c'est très, très riche. Même dans les comités de mission, on s'aperçoit qu'avec l'observatoire des sociétés à mission qu'on a développé au sein de la communauté, que les entreprises se saisissent de cette opportunité pour intégrer les parties prenantes dans la gouvernance de l'entreprise, puisque la comité de mission, c'est un organe de gouvernance en soi de l'entreprise. Et donc, c'est extrêmement riche, ça revitalise vraiment le projet. Les parties prenantes, y compris les clients, par exemple? Clients, actionnaires, alors ça dépend, ça dépend des entreprises, mais il y a des entreprises, je vous mettrai le lien vers le premier baromètre qu'on a sorti des sociétés à mission, qui montre de quoi sont composés en fait les comités de mission. Il y a 54% des comités de mission qui sont composés d'experts ou de chercheurs externes. Il y a 44% des comités de mission qui sont composés de clients. Il y a 44% des comités de mission qui sont composés d'actionnaires ou d'autres investisseurs. Donc, on voit que c'est vraiment l'opportunité pour chacun. Nous, dans notre comité de mission chez Camif, on a 2 fournisseurs. On a Cathy Dufour, qui est la secrétaire générale de l'ameublement français, qui représente tous les fabricants français d'ameublement avec lesquels on travaille. On a Joël Tronchon, directeur développement durable du groupe SEB. On a 2 collaborateurs. Il faut à minima, ce que dit la loi, c'est au moins un référent mission, donc au moins un salarié. Ça, c'est le minimum. Mais en fait, les entreprises vraiment élargissent leur comité de mission avec le panel de leurs parties prenantes engagées. Il faut prendre des gens qui comprennent ce qu'est l'entreprise et sur quoi elle peut contribuer. Il y a Paula qui veut poser une question, je crois.
Paula, pose-la directement, on n'est pas très nombreux aujourd'hui. Oui, bah merci, c'est gentil. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, je suis Paula Bruzon. Je suis en train de créer mon entreprise. Et en fait, je suis accompagnée pour la création d'entreprise. Et quand je suis accompagnée, je n'entends absolument pas parler des entreprises à mission. Tout ce qu'on nous dit dans les formations de comptabilité et autres, c'est que voilà, il faut penser uniquement à la rentabilité, à l'aspect financier, les aspects à mission, les aspects de ESS aussi, enfin toutes ces questions-là, j'ai l'impression que ça vit sur des mondes assez à part, assez différents, et je trouve que c'est dommage parce que finalement, il y a la conversion des entreprises qui existent déjà, qui se transforment pour pouvoir devenir des entreprises à mission, et les nouvelles qui se créent, elles devraient se créer, comme vous disiez tout à l'heure, l'entreprise du 21e siècle, elle devrait ne pas être l'entreprise du 20e siècle et ne pas être conçue comme ça. Moi, je viens du monde de l'associatif auparavant, c'est assez particulier. Et le monde de l'associatif, ça devrait être la mission par excellence. Une association est une entreprise à mission en tant que telle. Et en fait, ça ne l'est pas. Et pour les questions que vous évoquiez au tout début de votre étude, sur les questions relatives au sens, c'est des questions qui se posent aussi pour les salariés et pour attirer aussi de nouveaux salariés, le recrutement en association. Je parle de grosses associations, je ne parle pas de l'association uniquement constituée de bénévoles, mais des associations avec des salariés. Ces questions-là se posent et pourtant, voilà, on a du sens, mais ça va au-delà de ça, la question du sens pour les collaborateurs. Il y a encore un grand chemin, comme vous l'avez souligné, Paula, sur faire connaître davantage ce modèle. Il est très peu connu encore. Il faut dire qu'il est tout récent, hein. La loi Pacte, elle a 1 an, donc ces décrets d'application, ils ont 1 an. On y travaille au sein de la communauté de développer des webinaires d'information. On a fait il n'y a pas très longtemps au CJD, au Centre des jeunes dirigeants, un webinaire où il y avait quand même 500 JD qui ont assisté à une demi-journée sur la société à mission, ce qui est quand même plutôt bon signe, hein. Ensuite, on travaille aussi avec les écoles. Donc, on a en ce moment des cas en train de développer un cas CAMIF à HEC. Bon, je suis un ancien, donc forcément ça aide. Mais on a la Grenoble École de Management qui est devenue société à mission elle-même, le M Lyon qui réfléchit. Donc, je pense que les écoles vont s'y mettre et à partir du moment où elles vont s'y mettre, ce modèle va se déployer au sein du monde académique. C'est aussi une des missions de la communauté puisqu'on a un conseil scientifique dans la communauté qui a pour mission de déployer le modèle de la société à mission dans l'enseignement, parce qu'il faut enseigner, vous l'avez très justement dit, l'entreprise de demain, il faut l'enseigner aujourd'hui, il ne faut pas enseigner l'entreprise d'hier. Je pense que c'est important qu'à Centrale Supélec Exed, on vérifie ou on fasse le pas pour intégrer également ces ingrédients. On n'en est pas loin, mais est-ce qu'on est au rendez-vous tel que tu le décris, Emery? Je pense qu'on a une petite réflexion à faire également de notre côté. Et ce sera intéressant de pouvoir compter sur toi pour le faire. Vous pouvez compter sur mon soutien, en tout cas. Nous avons une question de Thierry. Oh, Thierry, tu peux poser ta question directement si tu veux. Elle est pour Ludovic, cette question. Alors, Ludovic, tu vois la question? Non. Que pensez-vous d'initiatives comme Gaia-X quant au numérique responsable? Je pense par exemple au data space agroalimentaire qui viserait à accélérer la transition vers de nouveaux modèles agricoles. Portabilité, interopérabilité, partage sont-ils des critères qui favorisent l'émergence des entreprises à mission? Wow. La question est vaste. Elle est très vaste. Je pense qu'il y a un sujet qui est hyper compliqué à adresser pour les entreprises aujourd'hui, mais qui va devenir au centre de la réflexion, qui est qu'on est en train de passer d'une pensée dominante où la technologie allait nous sauver à une pensée dominante où je pense que c'est la déconsommation qui va nous sauver. Alors, je suis désolé, je gratte un peu, et notamment, le digital est une très bonne illustration de ça. Enfin, donc moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le numérique. Il y a à peu près une dizaine d'années, on a vu émerger tout un tas d'acteurs avec des yeux de chimène
parce qu'ils allaient révolutionner le monde. Ils s'appelaient Facebook, c'était les réseaux sociaux, ça allait permettre l'horizontalité, ça allait être génial. Et puis on se rend compte, 10 ans après, que le numérique est plus un problème qu'une solution sur beaucoup de sujets. Et notamment pour rebondir sur Gaia X, il y a sans doute des choses qui sont intéressantes. Donc Gaia X, c'est une initiative européenne pour créer des conditions d'un cloud responsable. Mais il faut avoir conscience qu'il y a un paradoxe qui nous colle au basque, qui s'appelle le paradoxe de Jevons, qui dit que quand on rend l'utilisation d'une ressource moins coûteuse ou plus responsable, et ben en fait, le premier effet, c'est d'augmenter la consommation de cette ressource-là. Donc, le cloud, si on le rend moins coûteux et plus responsable, ben en fait, peut-être qu'on mettra plus de choses qui servent à rien dans le cloud. La 5G, alors le débat est un débat intéressant parce que la 5G prise unitairement est a priori plus frugale que la 4G, sauf que elle va probablement susciter une explosion des usages qui va faire que, en définitive, l'impact écologique de la 5G a des chances d'être catastrophique en fait. Donc c'est une période un peu bizarre. Hein. Personne n'a le corrigé. Je pense qu'il faut assumer d'avancer dans l'incertitude. Ce qui tombe bien, c'est qu'avec la crise du virus, on a un peu appris à avancer dans l'incertitude. Mais je pense que c'est pas fini, et notamment sur les sujets environnementaux. Mais je ne sais pas si je réponds à ta question, Thierry. Oui, bonjour. Excusez-moi, j'avais un petit problème technique d'audio. Oui, merci. Effectivement, c'est un vaste sujet, mais qui me semble d'actualité, notamment parce que le gouvernement vient de faire paraître son plan stratégique sur le cloud. Et quelque part, la question par rapport à ce que vous avez dit auparavant, c'est de savoir effectivement comment sont perçues ces nouvelles organisations, au sens d'harmonie, en quelque sorte, entre... pour reprendre un slogan un peu cher à une personne qui s'appelle Jean-Christophe Fromentin, c'est travailler où il fait bon vivre, quoi, aussi. Et donc, est-ce qu'une entreprise à mission favorise ce type d'approche, quoi, voilà, par exemple. Et est-ce que, notamment aussi, des choses comme Gaia X vont-ils ou pas favoriser ces types d'organisation du travail ou ces types d'organisation, voilà. C'est un peu ça aussi. Alors, est-ce que l'entreprise à mission... Alors, je ne suis pas entreprise à mission, donc j'ai un petit sentiment d'imposture de répondre à cette question, mais oui, je pense que les entreprises qui se posent la question du sens se posent aussi des questions qui sont liées au bien-être de leurs salariés, et donc la crise sanitaire a mis en avant la question de l'espace de façon très critique. Donc, effectivement, je pense que, nous, en tout cas, on constate aujourd'hui qu'il y a énormément de gens qui s'installent en province et qui sont prêts à télétravailler massivement. Et si elles ne peuvent pas le faire, elles changeront de boîte, très clairement. Donc, merci de nous avoir invités pour en parler. Merci Henri, merci Ludovic. Caroline, tu veux conclure ? Peut-être juste un petit mot, parce que nous, on a l'écho du côté de l'Exed d'entreprise qu'on accompagne également dans ces transformations. Et là aussi, on voit bien qu'elles soient ou pas déjà entreprises à mission, mais le souci qu'elles ont de remettre du sens au sein entre les mains de leurs collaborateurs et de leurs managers. Voilà, au point que nous, petite anecdote, mais c'est vrai qu'on nous demande de plus en plus non plus d'avoir un fil rouge sur nos formations, ce qui était classiquement le terme, mais d'avoir un fil vert. Donc nous nous chargeons aussi de cela et d'incarner finalement cette notion de fil vert au sein de nos programmes. Donc je ne sais pas si nous sommes encore entreprise à mission ou si nous l'enseignons correctement, mais en tout cas on a ce souci de façon permanente. Génial. Merci à tous en tout cas pour vos participations respectives et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.